l'Opidum. La parole culturelle de Lectoure. Bonjour Jacqueline Marot, je vous accueille dans ce jardin des marronniers où vous avez l'habitude d'organiser des événements autour de la lecture à voix haute. Lire à voix haute, c'est quelque part l'œuvre de votre carrière d'enseignante d'abord et de présidente d'association ensuite. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous présenter à nos auditeurs ? Volontiers, oui, je vais essayer. Donc, bonjour. J'étais effectivement... Alors, tu disais, mon rapport avec Lectoure, j'y suis née. Enfin, je suis née dans le Gers et j'y ai grandi jusqu'à 15 ans. Et c'est à 15 ans que je suis montée en Normandie. Donc, à l'origine, je suis d'ici. Voilà. Donc après, j'ai passé 55 ans en Normandie et là, c'est un retour aux sources. Mais je suis revenue tous les ans. Enfin, j'ai jamais rompu le lien avec Lectoure. Voilà. Alors, quand on est enseignant de maternelle, 2 fois par jour, on lit des histoires à des enfants et on a 30 pères Dieu qui vous regardent amoureusement devant le livre. Et quand j'ai arrêté ma carrière d'instit de maternelle, ça me manquait. Donc j'ai commencé à m'impliquer dans l'association Lire et faire lire, qui lit pour des enfants. C'est une association qui marche très très bien partout en France, de retraités qui lisent pour des enfants. Voilà. Dans les écoles, mais dans toutes sortes de structures. Et j'ai retrouvé ce plaisir de la lecture à voix haute. Puis je suis rentrée dans des associations de lecture à voix haute pour adultes, cette fois-là, voilà, formées par des comédiens, tout ça. Et c'est comme ça, mais en Normandie, tout ça, que ça a démarré. Puis quand j'ai envisagé de venir vivre ici, je me suis dit, je vais pas arriver sans projet. Donc voilà. On avait organisé avec des amis normands une visite historique de la ville. Il y a de ça maintenant 15 ans à peu près. Et on a eu l'idée, quelques années après, de la reproposer avec l'intervention de Lectourois. On avait mis une annonce sur la dépêche, qui veut nous rejoindre pour faire des lectures avec nous. Et c'est comme ça qu'est né le premier groupe de lecteurs amateurs de Lectoure. Voilà. Et quand on a démarré la période des festivals, etc., je n'habitais pas là. J'étais là souvent, mais pas en permanence. Donc il y avait l'équipe d'ici qui gérait très bien également. Voilà. Donc on est parti sur des projets où moi j'étais là par intermittence. Comment est venue l'idée de créer l'association Lectoure à voix haute et quelle est l'histoire de ce nom ? Alors l'histoire elle est facile, quand on habite Lectoure et qu'on fait la lecture, le jeu de mots c'est facile à trouver. Et, enfin le titre était facile à trouver. Et bien je te l'ai dit, voilà, c'est ça, parce que nous, notre souci depuis le départ, c'est d'impliquer, de pas faire de la lecture élitiste, justement. Pas seulement inviter des auteurs, des comédiens à lire, mais aussi impliquer les gens, essayer de casser un peu les barrières entre les intellectuels qui lisent et les autres qui ne lisent pas. Et voilà, en gros, tout ce complexe que peuvent avoir beaucoup de gens autour de la lecture. Et quand on dit lecture, beaucoup de gens se sentent exclus. Hein. Moi-même, j'ai grandi dans un milieu assez modeste où on lisait, mais voilà. Et je crois que c'est important de mettre en avant le fait que tout le monde peut lire et tout le monde peut y prendre plaisir. C'est le plaisir qui est la clé quand même. La culture de la lecture du livre à voix haute, c'est aussi un souci de partage d'émotions, d'opinions, de connaissances. Quel est votre rapport à l'oralité, justement, au partage et à la transmission ? Mais c'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de transmission, on travaille avec des enfants régulièrement. Hein, on travaille avec le périscolaire où on exerce des enfants de CE2, CM1, CM2 à lire pour les maternelles. Donc à la fin du cycle de stage, en quelque sorte, qu'on fait avec eux, ce qu'ils souhaitent, hein, c'est que des volontaires, ils lisent à des enfants de maternelle. Et ça, c'est des moments extrêmement précieux. Les gamins qui les regardent avec admiration, les grands qui sont un peu stressés de lire en public, mais voilà. Et ça, ce sont des expériences importantes parce que je ne sais pas quelle est l'histoire scolaire de ces enfants, mais se rendre compte que la lecture, c'est aussi du plaisir, c'est pas que de la contrainte. Voilà, ça ouvre des portes. De même qu'on lit au Sarté également, avec des enfants placés. Et vraiment, c'est pareil. On a établi une relation sympa et ils lisent à chaque fois maintenant. Nous, on lit, eux, ils lisent. Enfin, et c'était pas gagné au départ. C'était parce que souvent, ils ont des expériences scolaires difficiles. Mais voilà, c'est ça l'important pour moi en tout cas. Lectoure est perçue comme une ville culturelle. Est-ce que vous pensez qu'elle incarne la culture au sens large ?
c'est beau, ce serait prétentieux de dire qu'elle incarne la culture quand même, mais c'est vrai que c'est une ville culturelle. C'est pas d'aujourd'hui, hein, ça a toujours été un peu considéré comme élitiste par ses voisins, ses communes voisines, hein, Florence en particulier. C'est l'histoire de Lectoure. Mais du fait qu'il y ait déjà beaucoup d'établissements scolaires, hein, ça a dû jouer. Et puis le lieu qui est extraordinaire. Nous, on y a entraîné tout le temps des festivals, on y a entraîné plein de gens de Normandie, puisqu'on vivait à ce moment-là en Normandie, qui étaient épatés des lieux déjà, et effectivement de la richesse culturelle de la ville. Les subventions culturelles baissent dans de nombreuses régions de France. Comment percevez-vous vos coupes budgétaires et la remise en cause parfois de la culture, considérée par certains comme moins importante et quelque part trop élitiste ? Ben oui, je pense que la culture dans notre époque difficile, pour beaucoup de gens, elle est ce qui peut fédérer. Là, pour le coup, la culture au sens large, hein, et que c'est des vues à court terme de faire des économies là-dessus. Hein. On ferait mieux de faire des économies peut-être. Enfin bon, après, je vais pas me lancer dans des discours politiques. Quels sont les festivals phares de votre association dont vous êtes fiers ? Mais tous. On en a fait 11. Et non, j'exagère, 11, on en a fait 9. Donc c'était un gros événement d'été qu'on organisait. Il y avait 5 jours de manifestation, au moins 4-5 événements par jour. C'était très très lourd, hein. Mais ça a été un vrai bonheur. On a fait venir des auteurs plus ou moins connus, des comédiens aussi, des scientifiques, beaucoup. On a eu même Pascal Horry, l'historien devenu après académicien récemment, avec le fauteuil 32. Je l'ai félicité et vraiment c'était comme le Gers, hein, 32. C'était prémonitoire le fait qu'ils viennent ici. Voilà. Et puis, on a des très beaux souvenirs, des très belles rencontres et beaucoup de partage. Voilà. Et on a entraîné pas mal de gens d'ailleurs. D'ailleurs, ça, c'est une des satisfactions. On a entraîné des groupes de lecteurs de l'Ariège, de l'Indre, de la Normandie, forcément, du Bordelais, qui depuis ont créé le même type d'événement dans leur région. Et on fait des stages, là il vient d'y en avoir un à Châteauroux, des rendez-vous annuels dans chaque région entre nous, entre lecteurs, et c'est super sympa. Avec des formations, on essaie de se former également. Quels sont les prochains événements de l'association et comment vous projetez-vous les 3 prochaines années ? Écoute, les 3 prochaines années, à mon âge, on essaie de se projeter, mais... Donc, non, le truc, c'est que on a arrêté les festivals d'été parce que c'était beaucoup trop fatigant, à gérer. Là, à un moment, on craque. Mais donc, ça fait 2 ans qu'on fait autant d'événements, mais dans l'année. Et on est très satisfait aussi de ça. Voilà, par exemple, l'année dernière, il y avait 5 jours de rendez-vous sur le Japon. C'était au mois de novembre. Et cette année, on va faire le même type d'événement sur le Brésil. Donc pareil, avec des auteurs, des musiciens sur le Brésil, très certainement. Mais c'est beaucoup plus cool. Hein. On fait pas ça 4 événements par jour. C'est quelques rendez-vous sur 5 jours, sur 15 jours, pardon. Mais ça attire du monde et pas forcément le même public d'ailleurs que l'été. Donc c'est plus du public local qui est content qu'il y ait des propositions aussi au mois de novembre-décembre, ce qui n'est pas le moment où il y a le plus de choses. Voilà, on a changé d'optique, mais on y prend encore plaisir. La clé c'est plaisir, hein. Le jour où on n'y prendra plus plaisir, on arrêtera. Mais on est une 40aine d'adhérents et il y a une 15aine de lecteurs actifs qui s'engagent sur des événements. On lit sur des expos, on est sollicité par le centre photo par exemple tous les ans sur 4 lectures, on est sollicité sur d'autres expos, on a des partenariats avec les nuits musicales, on en a fait un cette année, c'était avec Musique en chemin, enfin voilà, des choses comme ça. Donc on est sollicité par d'autres assos culturels ou autres et voilà, ça fait des liens et chacun dans l'asso s'engage sur des choses qui lui plaisent, pas surtout, hein. Ça reste le plaisir et le maître mot. L'intelligence artificielle ne constitue pas pour vous comme une menace pour le livre, les auteurs, les écrivains ? Là non plus, je suis pas spécialiste. Alors, j'ai beaucoup d'enfants enseignants
plusieurs enfants enseignants, donc on en parle beaucoup, forcément. Hein. Tu vas être au courant, on donne plus de devoirs à la maison, hein, parce qu'on sait que ChatGPT a un rôle important hein, dans les devoirs à la maison. Je pense que ça va changer le rapport à l'écrit, très certainement. Il ne fait pas qu'à l'écrit, d'ailleurs. Mais voilà, on ne peut pas dire on arrête tout, hein, donc il va falloir faire avec. Ça se sent un peu chez certains auteurs qu'il y a... Voilà, qui sont allés voir un peu sur l'intelligence artificielle. Mais on l'a fait, nous aussi. Hein. On a fait une lecture au Centre Photo sur New York, il y a l'année dernière, je crois. Et on a lu dans des textes littéraires sur New York. Et puis l'expo, c'était sur l'intelligence artificielle en photo. Donc c'était des montages faits à partir de, je sais pas si tu l'avais vu, voilà, c'est ça. Et donc on s'est dit on va créer un texte avec ChatGPT. Et donc on a rentré un Gascon à New York et le texte était assez drôle. Ça parlait de foie gras, de confit. Voilà. Pour conclure cet épisode, pouvez-vous me parler de quelques auteurs français classiques ou contemporains dont les œuvres vous ont marqué ? Bon, d'abord, j'ai vécu longtemps à Rouen. Et Rouen, c'est le pays de Flaubert. Donc, vraiment, je suis très attachée à Flaubert. Et puis, c'est aussi la région de Maupassant. Donc, ça m'a accompagnée très, très tôt. Voilà. Puis voilà, mais j'aime tous les autres aussi, chacun. La littérature russe, qui est magnifique, les classiques russes. Voilà. Puis j'aime les polars aussi, d'ailleurs. Madame Jacqueline Marot, merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir.